je suis ravie d'être là, impressionnée par l'accueil qui m'a été réservé par vous tous. Je reviendrai, ça c'est sûr. Alors, pour revenir à notre sujet, comment expliquer le choix du Comtat pour la contre-réforme et son implication profonde dans la réforme catholique? Eh bien, rien n'est mieux que de parler de César de Bus. Mais César de Bus, vous allez en entendre parler tout au long de ces conférences. Et il se trouve qu'il est né en 1544, au moment où, à Rome, on pense enfin ouvrir le Concile de Trente. Le Concile de Trente s'est ouvert en 1545 et s'est achevé en 1563. Et c'est un événement qui a changé pour 200 ans l'histoire du catholicisme. Pour 200 ans seulement. On en reparlera peut-être dans les questions. Alors, plusieurs générations durant, dans le temps long de la réception des décrets conciliaires, un concile, il faut pratiquement un siècle pour qu'il soit accepté et appliqué. S'est développée une adaptation lente mais résolue du catholicisme aux questions que se posaient les chrétiens du temps de l'humanisme et des grandes découvertes. Et c'est de ça que je vais surtout vous parler. Alors, certes, le concile a été d'abord une des grandes arlésiennes de ce temps, toujours reculé. Il était souhaité par les humanistes, appelé par Luther dès 1520, mais repoussé par le pape Clément VII. Jean Delumeau, qui fut un de mes maîtres, disait que c'était le pontificat le plus fatal de l'histoire. En Comtat et ailleurs, pourtant, on parlait du concile au moins depuis 1530. Donc, au moment où César de Bus apparaît, c'est évident, le concile doit être réuni. Et quand le pape Paul III Farnèse est élu en 1534, c'est pour réunir le concile, parce que face à Luther, donc un schisme déclaré en route maintenant pour être un schisme définitif, des questions majeures ont été renvoyées, par exemple sur la justification par la foi, sur l'Eucharistie, sur la traduction de l'Écriture, sur le mariage des prêtres. Et en plus, la guerre retarde encore la réunion de ce concile. Bon. Ensuite, il a fallu du temps, comme je disais, pour diffuser les décisions et convaincre les fidèles de son utilité. Vous avez là les deux protagonistes qui ont retardé jusqu'en 1534, mais Paul III Farnèse, qui était pourtant l'un des cardinaux très mondains, vous voyez, cardinal depuis Alexandre VI Borgia, donc quelqu'un de très mondain, il a été élu pour réunir le concile en 1534. Et donc, eh bien, la question se pose de savoir comment on a réussi à convaincre les fidèles de l'utilité du concile, comment ce choix collectif qui se fait en réaction au protestantisme, ce choix collectif est une construction sociale qui est exemplaire en Comtat et dans laquelle César de Bus joue un rôle important. Alors, je rappelle simplement que le Comtat, c'est une province qui est très multiple. Alors, ma carte est très mauvaise parce que c'est une photo d'une carte du livre de Marc Vénard, et je suis sûre que vous la connaissez bien. Le Comtat est un territoire pontifical. Ça ne signifie pas qu'il soit un territoire catholique en 1540. Du moins, il est ni plus ni moins que les autres principautés du XVIe siècle. Et donc, ce qui est fascinant, et je suis fascinée avec Marc Vénard, qui l'a déjà dit avant moi, c'est que la région a choisi majoritairement d'adopter le catholicisme et de refuser le protestantisme. Mais attention, agir en réaction, en l'occurrence au protestantisme, ne signifie pas toujours être réactionnaire.
Il ne faut pas se dire que le Concile de Trente, c'est le retour à l'Église catholique de toujours, le retour au Moyen-Âge. Ça n'est pas vrai. Et j'espère que vous le comprendrez au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter. Alors, tout d'abord, le choix du catholicisme romain, c'est la thèse de Marc qui me sert de point de vue, avec une connaissance un peu supérieure à la sienne maintenant, parce que je connais mieux encore que lui, pour avoir transcrit tout simplement, la correspondance du cardinal d'Armagnac avec Rome. Le cardinal d'Armagnac, c'est un vieil ami à moi, que j'ai connu en Rouergue, et donc que je retrouve en Avignon pour suppléer à la mort, malheureusement, trop tôt, de Marc. La Provence, et le comtat sont régis par des seigneurs différents, mais quand on parle du comtat, il faut parler aussi de la Provence, qui est en profonde synergie avec le comtat du point de vue économique et culturel, d'autant que les comtadins, bien que sujets du pape, sont régnicoles pour le roi de France, c'est-à-dire assimilés à des Français en tout cas. Le comtat, les évêques du comtat, Cavaillon, Vaison, Aix, Avignon, ne se remarquent pas du point de vue religieux vers 1540. Ils ne sont pas plus zélés qu'ailleurs. Et pourtant, une partie des villes du comtat, dont Avignon, très marquée par l'humanisme, attendent une réforme de l'Église pour faire face à la dissidence calviniste. Et à vrai dire, la réforme catholique a déjà commencé. Elle a commencé dans tel ou tel diocèse proche. J'évoquais Rodez, elle a commencé à Rodez, avec François d'Estaing, qui est mort en 1529, donc vous voyez, elle a commencé très tôt. Elle a commencé à Grenoble avec les évêques allemands, et donc à Carpentras, un Jacques Sadolet, très grand humaniste, qui est remplacé par son neveu, Paul Sadolet, en 1541, s'en est aussi occupé. Les Sadolets, c'est vrai, vivent surtout à Rome. Faut reconnaître que ils n'ont pas... ils ont beaucoup résidé par rapport à leurs voisins à Carpentras, mais ils sont surtout à la cour, et notamment à la cour de Paul III, puis de Jules III pour Paul Sadolet. Il a été le secrétaire de Jules III entre 1552 et 1554. Et pourtant, il n'est jamais allé au concile, puisque le pape n'est pas au concile. Le concile de Trente, le pape y est présent seulement par des légats. Des légats qui président les sessions. Le pape maîtrise assez bien la communication du concile, mais il n'est pas présent en personne afin d'éviter de dire que Rome dirige tout. Alors donc, nous sommes dans une région où les bonnes intentions sont là, on sait qu'il faut réformer, on sait comment réformer, mais tout de même, ce qui frappe, c'est l'inertie générale des évêques. Du moins avant 1545, et 1545, c'est un moment dramatique, ce sont les massacres des Vaudois. Les massacres, donc, par l'armée française, mais aussi les pogroms organisés par tous les villages qui étaient autour. Et c'est un des moments où on passe d'une réforme catholique humaniste, bienveillante à l'égard des dissidents. Il suffit de les convaincre, on va les ramener. Paul III y a longtemps cru, y compris face à Henri VIII. Et on passe à ce moment-là à la répression sans complexe du tout. Alors, qui est au concile? Qui est au concile? Eh bien, l'évêque de Cavaillon, l'évêque de Vaison, l'évêque d'Aix sont
passé plus ou moins longtemps. Tous ceux qui ont participé à un concile, je pense au Concile Vatican II évidemment, disent que le concile c'est une expérience humaine et spirituelle essentielle pour l'avenir du catholicisme, et c'est pourquoi il est intéressant de savoir qui est allé au concile. Ces évêques, c'est Pierre Ghinucci à Cavaillon, Jacques Cortési à Vaison. Vous voyez, ce sont deux Italiens d'origine. Antoine Fillol, qui lui est un gallican à Aix. Tous les trois sont passés au concile, mais pour un temps très inégal. Or, c'est important de voir quels sont... Est-ce que vous y voyez quelque chose là? Oui, peut-être. C'est important de savoir qui a voté quoi. Et donc, si l'évêque de Cavaillon, par exemple, n'est resté que quelques jours à Bologne, en 1547, au moment de la 10e session, c'est-à-dire pour voter la prorogation du concile, en revanche, l'évêque de Vaison, Jacques Cortési, donc un prélat italien mal apprécié à Vaison, est arrivé le 3 février 1546, donc immédiatement après l'ouverture, et il a participé à toutes les sessions jusqu'au transfert à Bologne, la 8e session, en avril 1547. C'est une période où l'humanisme triomphe dans les décrets. On commence par l'écriture, comme vous voyez, décrets sur l'écriture et sur la Vulgate. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, on ne dit pas que la Vulgate est la seule traduction possible de la Bible. On dit que la Vulgate est simplement, cette donc traduction en latin, la traduction qui n'a jamais contenu d'hérésie, contre les traductions protestantes, évidemment, qui commencent à se développer. Et en tout cas, on dit que tous les dogmes et toute la discipline de l'Église doivent être fondés sur l'Écriture. Il y a la justification, le décret sur la justification qui a été voté très tôt, alors qu'il n'y avait jamais eu de travail théologique sur la justification. Là, les légats ont fait une grande enquête auprès de tous les théologiens qu'ils pouvaient toucher pour savoir ce qu'ils pensaient de la justification. En effet, l'un des légats était très proche de Luther là-dessus, parce qu'il appartenait aux Augustiniens, et Saint-Augustin et Luther étaient dans un ordre de Saint-Augustin. Et puis, on a commencé à parler des sacrements au même moment. Donc, vous voyez, ces évêques qui sont proches du concile et qui ramènent ici en Comtat ce qui a été discuté. Ce concile a été très très bien organisé, malgré les guerres, malgré les pestes, bien qu'il soit dans une ville de montagne. Trente, c'est sur la route du Brenner, parce qu'on espérait bien que les protestants allaient arriver. Les protestants n'ont pas voulu venir, mais ils ont été invités au moins dans les 3 premières sessions. Ensuite, le concile est devenu anti-protestant très nettement. Ce concile règle à la fois les problèmes de dogme, c'est pour ça que je vous ai mis 2 colonnes, et les problèmes disciplinaires qui se posaient à ce moment-là. Donc une réforme dogmatique et disciplinaire, un concile qui a travaillé en même temps sur l'écriture ou la justification et la prédication, la résidence des évêques, la résidence des curés. Je reviens quelques secondes sur la justification pour dire que mes amis protestants, Marc Linhart par exemple, qui est pasteur de l'église réformée d'Alsace-Lorraine, disent que si le décret sur la justification était paru bien avant, peut-être que la réforme protestante n'aurait pas été ce qu'elle avait été.
C'est vous dire que les catholiques ont une vision de la justification qui n'est pas la vision très rigoriste de Luther, mais qui est une vision humaniste de la justification qui passe relativement bien, mais pour l'instant, on ne le sait pas au moment du concile, bien évidemment. L'évêque Cortési, qui supportait mal le climat montagnard, semble-t-il, c'est du moins ce qu'il a dit, a côtoyé au concile le futur pape Jules III. L'archevêque d'Aix, Antoine Filleul, était, lui, du côté gallican. Il était avec les évêques français envoyés par le roi, ce qui est bien normal. Mais il a également participé à l'ensemble des décrets et des premiers décrets de cette première période jaune que vous avez là. Mais il voulait publier les premiers décrets. Il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu le temps de le faire. Mais on sait que dès 1547, les décrets circulent en manuscrit. La meilleure preuve, c'est qu'on les trouve par exemple dans la bibliothèque du cardinal d'Armagnac à Rodez. Lui n'a fait que passer très très vite, juste le temps de dire une messe au concile. Il n'a pas pris part aux décisions du concile. C'est un fait que dans cette première période, donc plus humaniste du concile, où il y a de très très grands théologiens qui interviennent, humanistes, il s'est passé des choses tout à fait étonnantes. Et c'est un fait qu'ensuite, plus personne en Comtat ne participera au concile. En particulier en 1551-1552, et ni bien sûr par la suite, parce que la situation en France à ce moment-là se dégrade très fortement, et la première guerre de religion en 1561 submerge véritablement le sud-est du royaume. Et vers 1560, les Comtadins sont persuadés que le protestantisme est en train de les encercler et que le protestantisme va gagner. L'exécution de Cabrières et de Mérindol, que j'avais évoquée tout à l'heure, en 1545, n'est en effet que le premier épisode. Je vous ai donné une carte là des lieux vaudois. Guillaume Farel, par exemple, était de Gap et son père était vaudois. Et donc, il y a dans les vallées alpines beaucoup de vaudois. Claude de Seyssel, l'archevêque de Turin, sous le règne de Louis XII et début de François Ier, était persuadé qu'on allait les gagner. Et puis, en 1532, au synode de Champforan, les Vaudois ont décidé de rejoindre Berne, et donc la Suisse, de rejoindre, je veux dire, de se faire aider contre les évêques par les protestants donc de Genève, de Berne et de Zurich. Alors, l'exécution de Cabrières et de Mérindol, qui est un moment terrible, puisque je disais tout à l'heure, les villages alentours de Cabrières et de Mérindol sont montés pour piller et pour assassiner, il faut s'en souvenir. Les Vaudois qui n'étaient pas des gens très dangereux, mais qu'ils étaient devenus, évidemment, en passant donc à la réforme protestante. La répression gagne sans cesse à partir de 1545, parce qu'il y a un inquisiteur qui est de plus en plus en vue à Avignon et qui est soutenu, et surtout parce que les protestants, les premiers protestants plutôt affiliés à Genève, pratiquent l'iconoclasme, avec l'appui d'ailleurs de Théodore de Bèze, qui est le successeur de Calvin à Genève. Et donc, nous sommes là en face d'une réaction des profondeurs. Une réaction des profondeurs qui n'est pas propre aux villes du Comtat, d'ailleurs, mais qu'on suit aux Pays-Bas, qu'on suit à Rodez. À Rodez, j'ai vu la ville de Rodez ordonner aux habitants de mettre des pierres sur leurs fenêtres de façon à bombarder les protestants qui passeraient en chantant les psaumes dans la rue.
Vous voyez, ça vous donne une idée du climat. Donc des émeutes anti-protestantes qui sont de véritables pogroms et qui se développent à Nov, à Tarascon, à Saint-Rémy, un peu partout. Si la dissidence vaudoise était surtout rurale, donc assez méprisée par les gens qui étaient au pouvoir, facilement assommée par les troupes, celle d'Orange, qui apparaît, est, elle, urbaine, et multiplie les angoisses des notables. La réforme qui cheminait à bas bruit du côté d'Orange s'implante à Courthézon à l'occasion du carême 1544. Et fait très rare, dit Marc Vénard, le curé y dénonce les suspects dès 1558, parce que jusque-là, les suspects, et même après, ont été très peu dénoncés. Les protestants ont été, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, très peu dénoncés par les curés catholiques. Ça, c'est Yves Krumenacker, autre grand spécialiste du protestantisme, mais un peu plus tardif, qui enseigne à Lyon encore un petit peu, parce qu'il va partir à la retraite, je pense. Un peu partout en Comtat, on dénonce la messe, les prêtres, la confession, le purgatoire, et on détruit beaucoup des croix, des statues. Et donc, vous voyez, l'anarchie monte derrière ce choix d'une partie des gens du Comtat. L'évêque de Carpentras, Paul Sadolet, a prévenu Rome au printemps 1561. Et il dit, je le cite, « Orange est devenu un réceptacle de toute la secte et commence à prendre l'aspect d'une autre Genève. » À la porte d'Avignon et de Carpentras, une autre Genève. Pourquoi ? Eh bien parce que la principauté d'Orange a été rétrocédée au prince de Nassau lors du traité de Cateau-Cambrésis en 1559. Et Guillaume de Nassau récuse l'évêque nommé par le pape, qui s'appelait Guillaume de la Chambre, et fait saisir son temporel. Et le prince a l'appui de la municipalité d'Orange, en dépit des menaces royales et pontificales, et il autorise un ancien Augustin, comme Luther et comme beaucoup d'autres prêtres du moment, qui s'appelle Frère Georges. Il l'autorise à prêcher, à baptiser et à marier à la manière de Genève, comme on dit à ce moment-là. Je pense que Dossi vous en dira plus là-dessus. À la Toussaint 1561, Orange passe à la Réforme et occupe l'une après l'autre toutes les églises, puis la cathédrale, non sans violence à l'égard des religieux et des objets de culte dans la ville. Et la conquête protestante gagne très vite Bédaride, Le Buy, Valréas. Et donc, alors qu'en 1560 encore, le vice-légat envoyait des garnisons à Beaunieu, Ménherbe, Oppède et Cavaillon, parce qu'il craignait le retour des Vaudois, eh bien maintenant, il y a un second front dans l'année 1562, un second front protestant qui s'est donc constitué au nord du Comtat, et en plus un front qui est en contact avec les protestants du Dauphiné et du Languedoc. Et on comprend le sentiment d'enfermement des catholiques du Comtat. Et leur résistance va être à l'aune de ces craintes tout au long des guerres de religion, d'autant que les Comtadins sont surtout, les catholiques j'entends, sont surtout secourus par les troupes royales. Or, en 1561-1562, Catherine de Médicis et Michel de l'Hôpital pensent plutôt négocier avec les protestants. Donc vous voyez, la situation des gens du Comtat est une situation d'assiégés. Vous avez là la carte de Marc Vénard sur les condamnations à mort donc des Huguenots, qui montre que les Huguenots sont un peu partout dans le pays à ce moment-là encore, donc jusqu'en 1574, donc au moment où les Saint-Barthélemy s'arrêtent. Alors, comment expliquer autrement que par la politique ou par la crainte de l'autre le passage à la contre-réforme? Eh bien, c'est parler des nouveautés
apportée par la réforme catholique. Face à cette contamination de l'hérésie, pour Paul Sadolet, donc, c'est au Saint-Siège de faire l'effort financier. La papauté aurait pu vendre le comtat. Il en a été question. Il a même été question, à un moment donné, c'est dans la correspondance du cardinal d'Armagnac, de vendre Orange à Guillaume de Nassau pour être tranquille. Donc, et puis pour apporter un petit peu d'argent aux catholiques. La papauté fait le choix de faire un effort financier. Pour l'instant, c'est les troupes royales qui sont là, elles viennent du Dauphiné. Orange est reprise momentanément, j'ai une petite image mais bien postérieure, le 6 juin 1562 dans une violence inouïe. Mais lors de la paix, violence inouïe des catholiques contre les protestants, mais lors de la paix d'Amboise en mars 1563, 34 localités sont encore occupées par les Huguenots et les destructions dans le plat pays sont incessantes. Et on espère désormais, chez les catholiques, faire payer les Huguenots. Comment faire payer les Huguenots? En confisquant leurs biens. Le pape Pie V, sur lequel j'ai écrit aussi, le pape Pie V est tout à fait convaincu qu'il faut absolument éliminer les Huguenots, qu'il faut les détruire jusqu'à la racine, qu'il faut les assassiner. Il est à l'origine, Saint Pie V, tout à fait bien qu'il soit saint, mais plus tard, il est à l'origine des massacres parce que il incite Catherine de Médicis et Charles IX et les catholiques français, bien sûr, à passer au massacre. Donc, ils confisquent leurs biens. Ces confiscations vont être des sources de procès et de difficultés sans nombre, une génération durant en comtat. Une chose est sûre en tout cas, désormais, les troupes italiennes ne quitteront plus le comtat et c'est Rome qui paie et non pas les protestants. Alors, cette reprise en main pontificale du comtat, elle n'allait pas de soi, dit Marc Vénard, et je suis bien d'accord avec lui. En effet, voilà une province qui est à 3 semaines de distance postale, ce qui veut dire 6 semaines aller et retour. Et donc, Rome tient vraiment Avignon à bout de bras. Et encore 6 semaines, c'est quand tout va bien. Je ne parle pas des inondations, le nombre de fois où les courriers sont noyés dans le Rhône et ailleurs, ou la Durance. Bon. Et en plus, c'est une province qui est en guerre, puisque les guerres de religion ont commencé, qui ne rapporte plus à Rome. Donc, l'intérêt des papes, il est surtout religieux. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ces 4 papes qui se succèdent et ceux qui vont suivre, on verra tout à l'heure, Grégoire XIII et Sixte Quint, sont des papes qui veulent appliquer le concile et qui veulent protéger le catholicisme en Provence et en France. Alors même s'il n'y a plus de représentants comtadins, on sait en Avignon ce qui se passe. On a des chroniqueurs, dont Perussis, j'y reviendrai, Garganello, des chroniqueurs très drôles d'ailleurs, qui montrent bien que Avignon et le comtat en général sont au courant. En plus, Avignon est une étape ordinaire du clergé espagnol et français en route vers Trente. Et donc, on sait très très bien ce qui se passe. Trente, c'est le grand événement. Et lorsque il reprend ce concile en 1562 après des tas d'interruptions, de peste, de guerre aussi, de Paul IV avec l'Espagne. Bon, peu importe, c'était la politique qui décidait. Eh bien, lorsqu'il reprend, c'est dans une toute autre atmosphère. Vous voyez, les guerres ont vraiment commencé. C'est un concile, le dernier concile des types anciens de concile dans le monde occidental, c'est-à-dire où il y a des
pas seulement des évêques ou des supérieurs d'ordre, mais aussi des laïcs qui sont plutôt de la haute société, les ambassadeurs, la noblesse du lieu, et puis le clergé, les pères conciliaires vont danser, très important, les ballets de cour à cette époque-là, pour créer une synergie. Donc, les laïcs et les pères conciliaires sont un peu dans une même aventure, si vous voulez. Le concile ne se fait pas en dehors des laïcs, ce qui est très important pour la suite. Désormais, les décrets insistent sur quoi? Eh bien, ils insistent sur ce qui va faire l'identité catholique jusqu'au XXe siècle. L'Eucharistie et la confession, la messe, la communion et le sacrement de l'ordre, les droits et devoirs des évêques et du clergé en général, mais aussi une liste des livres interdits, des livres prohibés, le futur index. Nous sommes là dans la 18e session, qui donne le ton général plus sévère, peut-être, de ce concile. Alors, l'index sera créé après, mais à partir d'une commission qui existe déjà au concile. Et de même que le catéchisme du concile de Trente sera créé après, mais dans une commission qui va perdurer après le concile. C'est important de savoir que ce sont à peu près les mêmes qui font l'index et le catéchisme, mais sur ce que le concile avait décidé, ce qui évidemment change tout. Donc un ton un peu plus sévère, et pourtant, malgré cela, ces décrets sont accueillis avec joie en Comtat et ailleurs. La contre-réforme est en marche parce que la plupart des décisions ont été votées face à des catalogues d'erreurs relevés chez les dissidents, et donc on anathémise ces erreurs. Aujourd'hui, c'est difficile à lire, et évidemment pour des catholiques et encore plus pour des protestants, mais les anathèmes sont vrais de l'autre côté aussi, à l'égard des catholiques. Donc c'est ainsi que fonctionnait la com de cette époque-là. On n'oublie pas, dans la dernière session qui a été votée un petit peu rapidement, la 25e session, un décret sur le purgatoire, les reliques et les images, ce qui permet de soutenir les dévotions populaires également. C'est pas plus seulement une affaire d'humanistes, plus seulement une affaire de pasteurs, mais c'est vraiment à destination de l'ensemble du peuple chrétien. Et désormais, alors on ne parle pas de peuple chrétien, on parle des fidèles et de la hiérarchie qui est au-dessus des fidèles, mais quand même, on pense un tout petit peu aux autres qui reçoivent la lumière d'en haut. Désormais, les évêques et tous ceux qui ont charge d'âme doivent obligatoirement résider dans leur diocèse et travailler en vrais pasteurs, dit le concile. En particulier, ils doivent encadrer les prédicateurs, encadrer les imprimeurs, et ils sont chargés de ramener les dissidents et les ignorants. Il y a un aspect pédagogique tout à fait important dans les décisions du concile, et vous sentez bien que après la force dont on sent bien en 1562, après les horreurs de la première guerre de religion, car c'est vraiment la pire de toutes les guerres de religion, cette première, même un soldat habitué comme Blaise de Montluc, qui a connu toutes les campagnes d'Italie, vous regarderez les commentaires de Blaise de Montluc, il y a des choses épouvantables qui se passent un peu partout en France, en Comtat et ailleurs. Et donc, on sent qu'après la force, qui semble bien ne pas réussir, la persuasion redevient une politique obligée. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ces humanistes sont absolument épouvantés? Est-ce que c'est simplement du bon sens? Moi, je plaide plutôt pour le bon sens. Dans un concile, c'est souvent le bon sens qui ressort. Vous savez, les décrets ne sont votés que quand il y a consensus sur le vote. C'est pour ça que certains décrets n'ont jamais été votés. Par exemple, sur l'Immaculée Conception,
pourtant les Espagnols ont tout fait pour qu'il y ait un décret. Ben non, les pères conciliens n'étaient pas d'accord. Le décret n'a pas été voté. Donc, vous voyez, plus un décret est voté tôt, et plus il est important pour la majorité, si vous voulez, des pères. Et donc, vous sentez bien qu'à côté de la contre-réforme du catholicisme, désormais, cette contre-réforme cède le pas au côté réforme catholique, réforme du catholicisme lui-même. Cette réforme, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'abord la réforme du clergé et des espaces liturgiques. Une réforme qui est arrivée très très rapidement, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, même dans la France continentale, si j'ose dire, eh bien, les décrets au moins religieux, ont été adoptés beaucoup plus vite qu'on ne l'a longtemps dit et écrit. Les historiens du 19e siècle ne voyaient que la loi. C'est vrai que ça rentre dans la loi française seulement en 1612, mais les décrets religieux sont appliqués après une réunion du clergé des différents évêques de France à Melun en 1579. Alors, les guerres vont arrêter, etc., mais ça veut dire que on est d'accord, contrairement à ce qui a été beaucoup écrit, et y compris par les Allemands, expliquant que la France était hostile au Concile de Trente. Ça n'est pas vrai, et mon collègue Alain Talon a bien démontré dans sa thèse que ça n'est pas vrai. Les pasteurs dont le pouvoir, donc les évêques et les curés, dont le pouvoir est réaffirmé, et qui deviennent responsables du salut de leurs ouailles sur leur propre salut. Ce pouvoir nouveau découle de l'ordination et met le sacerdoce au-dessus de tous les autres États. C'est pas encore l'école française de spiritualité, mais vous voyez, ça commence. Et aujourd'hui, on est bien embêté, parce que l'évêque ou le prêtre qui est supérieur aux anges, ça a été prêché pendant plusieurs siècles, et donc les catholiques sont un petit peu gênés avec les événements actuels. Les chanoines, ça veut dire que les chanoines et les prêtres qui n'ont pas charge d'âme n'ont plus la même dignité, et donc ça crée tout un prolétariat là, qui va plus ou moins bien accepter la réforme, qui va finir par l'accepter. César de Bus en est un bon exemple. Le Concile s'est très peu occupé des réguliers, sauf pour qu'ils n'entravent pas le pouvoir des évêques par les exemptions. Les évêques, désormais, ont le droit de rentrer dans toutes les chapelles qui dépendent des réguliers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils se sont peu occupés des laïcs, les pères conciliaires, sauf pour le mariage. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que le mariage dans ce concile est perçu comme le sacrement de l'amour. Le consentement mutuel est le sacrement, aujourd'hui encore, le consentement des époux, contre le pouvoir des familles. Ça, c'est extrêmement intéressant, contre le pouvoir, les pouvoirs de la loi. C'est pour ça que le mariage est mal perçu par les juristes un peu partout. Et dès 1567, l'évêque de Carpentras, qui est en visite pastorale à Bédouin, demande au curé de lire à chaque fête solennelle le décret du concile sur le mariage. Vous voyez donc que c'est tout à fait en place. Un fait ne trompe pas. Ces réformes provoquent un réaménagement des lieux de culte. Ça, d'autres que moi vous en parleront, et puis je ne peux pas vous parler de tout, mais désormais, l'espace de la nef doit converger vers l'autel majeur, où se développe le culte eucharistique, et où est installée obligatoirement la réserve eucharistique. Très souvent, la réserve était dans le chœur, mais sur le côté. Désormais, elle est visible sur l'autel. Et ça change beaucoup de choses, puisque le culte du Saint-Sacrement est imposé à tous et devient un marqueur identitaire catholique. Et il ne faut jamais oublier que c'est un marqueur identitaire catholique de la Réforme, mais aussi de la Contre-Réforme. Quand on obligeait au XVIIe siècle les protestants à s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, aux grandes dames de quelques catholiques qui disaient que ce n'était pas possible, que
C'était quasiment insulter le Saint-Sacrement que d'obliger comme ça. Un autre meuble apparaît, c'est celui qui est inventé par Charles Borromée à Milan. C'est le confessionnal, qui préserve à la fois le confesseur et le confessé. Et puis les statues, dites indécentes parce qu'elles ont été mutilées, parce qu'elles ont été brûlées, parce qu'elles ne correspondent plus à l'esthétique du moment. Elles doivent être enterrées au cimetière. Et une nouvelle iconographie se met en place, beaucoup plus contrôlée par la hiérarchie, mais qui est bien acceptée. Après les guerres, les reconstructions prendront les normes baroques, issues elles-mêmes du maniérisme romain. Et je vous renvoie là à une autre grande thèse, qui est celle de Marie-Hélène Frochet-Chopard, sur la Provence. Et donc, Espace et sacré en Provence, qui dit tout, qui s'occupe de temps en temps du comptable, puisque c'est très proche, et qui dit tout là-dessus. Ce qui se passe dans ce nouveau aménagement, c'est que les saints du terroir, dit Marie-Hélène Frochet-Chopard, qui étaient autrefois proches, voire compris dans l'autel principal, deviennent des saints du seuil. L'expression est d'Alphonse Dupron. Ils sont renvoyés auprès des portes de l'Église. Ils ne sont pas éliminés parce que les paroissiens y tiennent, tout simplement. Et puisque le culte des saints et des reliques a été reconnu. Donc, vous voyez, il y a une certaine résistance. Mais désormais, être chrétien, c'est pas d'abord être dévot d'un saint local, fût-il fondateur, comme Saint Véran, c'est suivre le Christ et la Vierge et obéir à la hiérarchie en toutes choses. Ces laïcs et ces prêtres sont devant une vie sacramentelle renouvelée et non pas bouleversée. C'est-à-dire que les sacrements sont fondés sur les 7 sacrements. Là, je vous donne cette image qui raconte parfaitement les 7 sacrements à la fin du Moyen-Âge, dont le sommet est l'Eucharistie, vous voyez, bien plus grande que le baptême, la confession et la confirmation, le baptême, pardon, la confirmation et la confession. On pourra les regarder de plus près tout à l'heure. Et puis l'extrême-onction, l'ordination, le mariage, l'extrême-onction. Théologiquement, l'Eucharistie domine, et l'Eucharistie refondée théoriquement par la transsubstantiation et le culte de l'hostie. Aujourd'hui, je signale, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord, que quand on parle de transsubstantiation, on ne sait pas très bien de quoi on parle, parce que ça renvoie à la substance, selon Aristote. On parle de la présence réelle, ça oui, tant que vous voulez. Quand on utilise ce mot, faut savoir qu'il est dans un contexte très particulier. La manière aussi de présenter ensemble les règles chrétiennes qui sont issues de la scolastique. Et ça va servir au développement du catéchisme, car il y avait déjà une catéchèse dès la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Simplement, César de Bus va ressaisir cet effort de catéchèse pour le présenter de façon moderne. La vie sacramentelle, telle qu'elle est définie, suppose une certaine rigueur. Par exemple, les danses sont déconseillées, voire interdites, mais elles sont encore plus interdites chez les protestants. Mais l'Église catholique soutient les grandes fêtes qui autorisent la musique et parfois la danse. Les mariages, les baptêmes, les fêtes patronales, les grands temps liturgiques sont l'occasion de réjouissance qui tranchent volontairement, tout à fait volontairement, sur la vie protestante. Surtout, ce qui est remarquable, et ça a commencé en Comtat, c'est l'encadrement des confréries. Par la modification du rôle des confréries, un peu partout en France, il y avait des confréries, des vieilles confréries locales, dédiées aux saints patrons, qui se voient interdire simplement le banquet. On leur demande d'être beaucoup plus respectueux de la communion, de la confession, de la présence réelle. Et des confréries de dévotion comme les pénitents, il y en avait énormément
en compta, ou les confréries du Saint-Sacrement, sont orientées vers l'embellissement des offices, et donc ont un rôle dans la dévotion eucharistique. La dévotion eucharistique, ça marche parce que c'est beau, il y a de la musique, il y a des fleurs, il y a des odeurs, tout simplement. Et donc, le curé, en plus, a désormais droit de regard sur les unes et sur les autres. Ces innovations, ça vous explique pourquoi ces innovations passent sans trop de difficultés auprès des laïcs, un peu moins bien auprès des religieux et religieuses, en particulier les chanoinesses qui vont longtemps batailler parce que Rome refuse toute exemption aux obligations imposées par le Concile et par les congrégations romaines. Les congrégations romaines ont désormais, dès qu'il y a bisbille quelque part, les congrégations romaines ont le monopole de l'interprétation des décrets tridentins, du moins jusqu'à l'ouverture des archives vaticanes. Parce qu'on comprend les décrets, il faut comprendre les décrets non pas comme une loi, mais comme une loi votée dans un contexte, après des discussions. Et connaître les discussions, eh bien, ça n'appartient qu'à la papauté jusqu'à Léon XIII et l'ouverture des archives. Depuis, on sait très bien. Alors, comment la réception de ce nouveau catholicisme se fait? Eh bien, elle se fait très bien. Elle se fait très bien après 10 ans de lenteur et d'hésitation, malgré les guerres, malgré les pestes, la peste de 1582, qui est une véritable catastrophe en Comtat. On le sait parce que quelqu'un comme Louis de Pérussis, seigneur de Caumont, bien connu, la famille de Pérussis bien connue ici, et je parle du seigneur de Caumont, qui a été historiographe du Comtat. Louis est un catholique, alors pur et dur, mort en 1584. Et c'était lors des premières guerres, en 1561, il avait été emprisonné et rançonné. Et donc, il avait connu de près l'horreur et la crainte pour sa vie. Et donc, ça explique son catholicisme un peu raide. Mais il dit, Louis de Pérussis, que le Concile, je cite, est l'autorité à laquelle tous les vrais catholiques sont obligés de croire et obéir. Et il ajoutait, il faut se régler selon l'ordonnance, dit celui concile. Et si après le concile, tous les pontificats de Pie IV et Pie V interviennent, c'est que le concile est une référence systématique. Il y a eu quand même, et Marc Vénard les a bien vues, des résistances. Mais ces résistances s'amenuisent. Et en particulier, on observe un tournant lors des festivités du jubilé de 1575. Vous voyez, de l'importance de la fête. Qu'est-ce que c'est qu'un jubilé? C'est un temps où tout péché peut être remis sans aller à Rome, mais où aussi on multiplie les rites et les fêtes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la musique, les odeurs, on était très sensibles au XVIe siècle aux odeurs. C'est capital pour l'évolution de César de Bus. Et pas seulement de César de Bus, de ceux qui vont le suivre. Comment se fait cette réforme? C'est d'abord une réforme du clergé. Ça, c'est très clair. Réforme du clergé par le synode provincial. On veut un synode provincial. Il y a eu un premier essai qui a été fait pour passer à une visite apostolique confiée en 1569 à l'archevêque d'Avignon. Et l'archevêque d'Avignon, n'était pas très heureux. Il préférait vivre ailleurs qu'en Avignon. Mais le synode provincial était quelque chose, on l'a oublié après, qui était prévu par le Concile de Trente lui-même, avec une périodicité triennale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, on réunissait le concile de l'archevêché. Le cardinal de Bourbon, qui est le légat en titre à ce moment-là, le réunit dans son archevêché de Reims. Et Charles Borromée, c'est beaucoup plus connu, le réunit à Milan. Ils ont montré l'exemple, ils ont édité des statuts. Et les statuts
de Charles Borromée, de Saint Charles Borromée, vont être copiés et médités un siècle durant. Bon, c'est vrai que l'archevêque Feliciano Capitone d'Avignon à ce moment-là ne rêvait vraiment que de retourner en Italie. Mais en revanche, il a autour de lui une nouvelle génération d'évêques. À Cavaillon, il y a Cristoforo Scotto qui a succédé à Pierre Ghinucci. À Vaison arrive Guillaume Chelsom, un Écossais chassé de son diocèse par la réforme de John Knox. Paul Sadolet meurt à Carpentras en 1572 et il est remplacé par Giacomo Sacrato, un petit-neveu de Jacques Sadolet, qui est soutenu par l'un de ceux qui aurait dû devenir pape, mais qui n'a pas pu parce qu'il avait été emprisonné par Pie V en 1559, le cardinal Morone, l'un des grands hommes du concile. C'est lui qui a fait que le concile est devenu un événement européen. Et Giacomo Sacrato est obligé de verser une pension justement au cardinal de Trente pour que le cardinal de Trente puisse payer tout ce qu'il a dû payer pour le concile. Cet évêque est un... Merci, mais c'est pas utile. C'est un pasteur zélé et minutieux, qui est ami des jésuites, ami des capucins, des ordres nouveaux. Mais comme souvent, en parcourant sa correspondance, j'ai vu une bonne partie de ses lettres avec le cardinal de Côme, donc qui est le cardinal neveu, le secrétaire d'État, si vous voulez, de Grégoire XIII. Il ne semble pas être un homme de large vue. Il est un petit peu limité. Peut-être qu'il a été mis là à cause de ça, d'ailleurs, pour être sûr qu'il sera obéissant. Vous voyez, pas d'initiative. Il est en même temps recteur du comtat, ce qui chagrine beaucoup le cardinal d'Armagnac, qui voulait, lui, placer un homme à lui en comtat. C'est bien la preuve que en 1572-73, Rome veut désormais tout régenter en comtat et éviter que, surtout que les Français ne s'emparent des commandes dans les terres pontificales, puisqu'ils sont potentiellement porteurs d'hérésie selon la curie. Il suffit de lire la correspondance pour s'en rendre compte. Dès son arrivée à Carpentras, Sacrato, Feliciano Capitone, j'ai oublié de dire qu'il faisait partie des Servites, donc un ordre très militant de la contre-réforme, très marial. Et donc, voilà, on a une petite image, alors que je n'ai pas malheureusement d'image de Sacrato. Peut-être que vous m'en fournirez une. Il convoque en tout cas, Sacrato, un synode diocésain pour faire, et dans ce synode diocésain, immédiatement, il fait lire la bulle de confirmation du concile par Pie IV. Et il fait prononcer, Pie IV a dit qu'il fallait adopter le concile tel quel, alors que la curie voulait revenir sur les décisions. Pie IV a dit non, c'est le concile, point. Ce qui est remarquable pour cette époque. Et surtout, Sacrato fait prononcer au clergé donc présent dans ce synode diocésain, un serment d'obéissance à Rome et d'anathème contre les hérésies. Vous voyez, toujours réforme catholique contre réforme qui joue. Désormais, les candidats aux bénéfices ecclésiastiques seront examinés par l'évêque et le chapitre est réformé. Et donc, cette réforme des chapitres, par la voie un petit peu rude, est en place au moment où César de Bus arrive. Il est question aussi d'un séminaire. Sacrato ne pourra jamais à Carpentras le monter, mais enfin, ça viendra petit à petit à Avignon. Les chanoines, dès cette époque, doivent adopter le bréviaire du concile. Non pas le bréviaire de Saint Pie V, mais bien le bréviaire du concile. Le bréviaire de Saint Pie V, c'est le bréviaire du concile. On l'oublie. Enfin, on l'a trop oublié dans les controverses d'il y a quelques décennies. Et surtout, une visite pastorale est programmée. La visite pastorale, c'est la grande arme des évêques de ce temps. Mieux encore, en
1573, il fait adopter par les députés des 3 États du comtat, cette fois avec l'appui du cardinal d'Armagnac, une résolution selon laquelle les 3 États adoptent, je cite la résolution, reçoivent en toute dévotion tous les statuts, ordonnances, décrets, commandements et canons ecclésiastiques faits et conclus par le Concile de Trente et promettent de les faire observer. Et à Orange, Jean de Tulle, qui est à Bédaride à ce moment-là, puisqu'il ne peut pas rentrer dans son évêché, publie aussi les nouveaux statuts qui prévoient un contrôle plus strict des protestants qui voudraient revenir au catholicisme, par exemple. Voilà, mais il y a les guerres de religion, la forteresse de Ménherbe est prise par les Huguenots en 1573, ça retarde la Réunion parce que les catholiques n'arrivent pas à la reprendre, c'est une forteresse extraordinaire d'ailleurs. Il n'empêche, après avoir reçu les canons de Trente, l'Assemblée a travaillé 9 jours durant sur les chapitres de réforme, ce qui prouve que les évêques voulaient la réforme. La publication des statuts en janvier 1575 en comtat montre qu'il y a une contre-réforme contre les hérétiques, mais aussi la volonté de lutter contre l'ignorance et contre la superstition, d'uniformiser les pratiques, au fond de prêcher par l'exemple, pour les clercs donc, pour le clergé, plutôt que de sanctionner. Et ça, c'est tout à fait important. Ce sont des statuts qui sont proches, dit Marc Vénard, qui avait retrouvé les statuts originaux, qui sont proches de ceux de Milan, mais renforcés par des citations bibliques et patristiques. Vous voyez, le côté humaniste de la province est toujours là. Pourtant, la correspondance avec Rome montre que les copies de ces statuts synodaux se sont perdues. La copie n'arrivera à Rome qu'en 1579. Donc, vous voyez, il y a des résistances, peu importe. Avignon et le comtat deviennent un modèle du catholicisme voulu par la papauté qui guide la Renaissance catholique partout dans le Sud-Est. Et pour cela, eh bien, il y a un grand homme qui est donc le secrétaire d'État ou le cardinal Neveu, comme vous voulez, de Pie IV, ensuite archevêque de Milan, et qui va diffuser vraiment la réforme catholique partout, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. On va copier encore ces statuts synodaux, ces statuts donc de Milan. Les évêques ne sont pas les seuls acteurs en comtat, sinon on ne comprendrait pas. Il y a aussi les élites. Par exemple, les élites ne sont pas contentes que les jésuites interviennent en Avignon. Les jésuites ont été installés par le cardinal Farnèse en 1560, avec le père du Coudray, en juin 1569, c'est moi qui lis mal, et très vite, le collège doit faire face à une émeute, alors que le cardinal d'Armagnac avait installé à Rodez sans aucun problème depuis 1561 les jésuites, Avignon, il se heurte donc à la ville d'Avignon et au comté de Venise, et il y a un bruit disant que les jésuites, avec l'aide du pape Pie V, ce qui est bien possible, voulaient rétablir l'Inquisition, le Saint-Office en Avignon, et que c'était une rumeur, et faire abolir toutes les confréries de pénitents. Ça, c'était vraiment une rumeur très aigre et très étrange, dit Pérusis. Bon, c'est possible que Pie V, avec son caractère, ait voulu le faire, mais tout de même. Il a fallu que le cardinal d'Armagnac fasse appel à un ami qui était à Toulouse, puisque le cardinal d'Armagnac était archevêque de Toulouse, et non pas archevêque d'Avignon, qu'il fasse venir le jésuite Aymon Auger, qui a réussi à convaincre les consuls de l'intérêt d'installer un collège pour eux, qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions à Rome, que le collège était à l'usage de toute la cité pour maintenir la morale dans la cité,
Bref, alors, il se trouve que sur ces entrefaites, la peste est arrivée, la peste de 1581, et les jésuites ont essaimé dans les campagnes et lancé les premières missions de reconquête dans les campagnes. Jusque-là, c'était un ordre essentiellement urbain. Et en 1596, eh bien, le collège des jésuites accueille 800 élèves. Ce sera le double en 1601, donc un succès très rapide ensuite. Alors, il y a les autres réguliers, il ne faut pas les oublier. Les minimes, protégés par le cardinal d'Armagnac en 1575, les Capucins en 1576, les Recollets puis les Carmes Deschaux. Tous ces gens-là sont à la fois des nouveaux ordres, mais aussi très rigoristes, très missionnaires, qui prêchent la conversion et la retraite avant les deux créations locales, les pères de la doctrine chrétienne et les Ursulines, dont je ne parlerai pas parce que vous en entendrez parler. Je dirais pour achever que nous sommes dans la rigueur et dans la splendeur en même temps. La mission remplace la guerre parce que, eh bien, vous voyez, le pape Grégoire XIII a fait une très très belle donc médaille au moment de la Saint-Barthélemy. La papauté était persuadée que les protestants allaient disparaître. Ça n'a pas marché. 10 ans après, on voit bien que ça n'a pas marché. Et donc, la mission remplace la guerre. Et au bout du processus, eh bien, le comtat est devenu un îlot de catholicisme exclusif. Tous les groupes protestants proches d'Orange ont disparu, sauf à Nyon et à Vinsobre. Et quand, en 1591, le chanoine César de Bus vient à Cadrousse prêcher le carême, c'est bien pour soutenir les catholiques d'Orange. Il développe alors, pour la première fois, une pastorale catholique réformée extrêmement spectaculaire. Oui, on peut peut-être passer sur les évêques, sur les papes, pardon. Une pastorale réformée spectaculaire avec des images pour la première fois, à la place de faire répéter par cœur le credo, les 10 commandements, etc., des images pour raconter l'histoire sainte et pour raconter ceux qui se perdent, une catéchèse très moralisante. Vous voyez, si vous allez danser tel ou tel jour, eh bien, vous serez damné, et on montre l'enfer. Ça va devenir un modèle français après 1610. Ça a été très très bien décrit, les jésuites vont continuer un peu partout, mais les doctrinaires, on a oublié que les doctrinaires étaient aussi à l'origine de ce genre de catéchèse. Le catéchisme devient un instrument de conversion pour changer la manière de vivre, plutôt que pour enseigner à tout crin, pour enseigner par cœur, vous voyez, ce qu'il a eu tendance à devenir après. Et ça marchait très très bien avec les gens du comtat parce que ça assurait l'attachement à la famille, bien sûr, mais aussi à la communauté civique. Quelque chose de très important à la fraternité civique à cette époque-là, c'est les confréries qui sont derrière. Et d'ailleurs, chez les protestants, c'est les mêmes raisons et les mêmes thématiques. Pourquoi les missions semblent-elles si bien réussir ? Parce qu'elles sont la télé du moment, mais aussi parce qu'elles répondent aux angoisses communes des laïcs. Un témoin comme Marco Tullio Garganello exprime ce changement d'atmosphère en comtat. C'était un prêtre proche du cardinal Farnèse qui est resté à Avignon et dans le comtat entre 1553 et 1574. Et jusqu'en 1560, il évoque une vie agréable. Il informe son patron Farnèse sur les vins fins, les mets exquis, les dames et les danses du pays. Or, ces dernières lettres, entre 1566 et 1574, parlent encore des fêtes pour amuser son patron, mais ce sont des fêtes religieuses désormais. Repas et exercices de carême et du jubilé, processions en tous sens. Alors, il reste beaucoup de dames et de musique, il fréquente toujours les dames, mais son amitié avec le jésuite Possevino lui fait dire « Danse ne dame più m'encombrano la mente ».
Ni les danses, ni les dames ne m'encombrent l'esprit. Et donc, bien sûr, il a pris de l'âge, il a 68 ans en 1566, mais quand même, il fait partie de cette élite qui a compris qu'il fallait changer de vie. Et bien sûr, avec Pérussi, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure. Donc, un nouveau conformisme social, parfaitement affirmé par les États du Comtat, donc dès 1567, se met en place. D'ailleurs, désormais, tous les administrateurs du Comtat, qu'ils soient clercs ou laïcs, il y avait aussi des juges laïcs, doivent être, je cite, bons catholiques. Alors, pour terminer, vous comprenez bien que la crainte de l'hérésie et les passages de troupes ont soudé les populations du Comtat, mais elles ont soudé à Rome, pas à la France. Alors que ça aurait pu être la France. Les protestants continuent dans l'historiographie pratiquement jusqu'à nos jours à reprocher au cardinal d'Armagnac et aux catholiques du Comtat d'avoir choisi Rome et non pas la France. Sinon, Avignon serait devenu français beaucoup plus tôt. C'est complètement... Avec des si, on peut refaire l'histoire. Hein. C'est sans intérêt. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les populations investissent les nouvelles spiritualités catholiques, même rigoristes, parce qu'elles consonnent avec leur propre quête de salut dans ces temps tragiques. Il faut imaginer ces passages de peste, et pas seulement de peste. Et donc, il s'agit de trouver de nouveaux buts, de chercher à nouveau le salut, de trouver de nouveaux buts aux confréries, qui sont l'élite des laïcs, de suivre un clergé de plus en plus attaché au salut de tous. Et quand César de Bus choisit, à partir de 1575, de changer de vie et d'agir pour défendre la foi catholique, lui qui a été soldat dans les premières guerres de religion avec son frère, et soldat du côté des troupes royales, décide qu'il faut enseigner et non plus utiliser les armes. Il est dans ce mouvement de responsabilisation des fidèles, des choix de plus en plus clairs qui s'accompagnent de la reprise en main pontificale. Après tout, se disent les gens du Comtat, Rome est loin, les Français sont des soudards encore pires que les Italiens, ils sont prêts à s'emparer du territoire, il vaut mieux conserver les privilèges qui sont votés par les papes, qui sont reconnus par les papes. Et donc le choix du catholicisme romain et non pas gallican, en plus la France rentre dans la période la plus noire des guerres de religion, les guerres de la Ligue, les périodes types, c'est un choix politique et religieux en même temps de la part du Comtat. Ce choix est aussi pontifical parce que si les papes n'avaient pas suivi, et s'ils n'avaient pas fait de ce territoire une base de reconquête religieuse, nous n'en serions pas là. Mais pour terminer, l'avenir n'était pas plus écrit en 1575 ou en 1590 d'ailleurs, au temps où César de Bus commençait à être missionnaire, n'était pas plus écrit hier qu'aujourd'hui. C'est l'action locale d'hommes comme César de Bus qui font du catholicisme une passionnante histoire de renaissance ou de réveil. Je n'ai pas osé employer le terme réveil parce que c'est un terme qui est confisqué par les protestants, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. En effet, dès l'enquête de 1615, que nous allons peut-être voir tout à l'heure, j'espère, ceux qui ont connu César de Bus attestent qu'il estoit un homme fort réformé. On utilise le mot réforme. Déjà, il apparaît comme étant le modèle des convertis, le modèle des prêtres et le modèle des thaumaturges. Et donc, ça signifie qu'il est accepté par son milieu de vie. C'est un saint du territoire, dit Marc Vénard. Et j'approuve tout à fait ce thème. C'est en effet très tôt, cette réforme catholique, très tôt pour la France, à peine convalescente des guerres en 1615. Et donc, on peut parler d'une réforme catholique réussie en Comtat, ce qui ne sera pas toujours le cas en France. Je vous remercie.